Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Bonjour. Patrick Frémaux, bonjour. Bonjour. Donc, notre précédent entretien nous a permis de faire connaissance avec votre maison, enfin avec quelques-unes des activités de votre maison, même avec une en réalité des activités de votre maison, celle qui tourne autour de l'enregistrement de textes parlés ou de la diffusion de cours, et notamment de cours de philosophie ou de cours d'histoire. Mais vous le disiez quand vous vous présentiez à notre premier entretien, votre entrée dans cette professionnalisation, c'est la musique. La musique à travers Dick Annegarn, Claude Bolling et Salif Keita, Michel Legrand, tous les artistes que j'ai rencontrés. Donc j'avais un associé qui s'appelait André Souliès, où on produisait des spectacles à l'Olympia. On a produit Petrucciani à l'Olympia, avec l'aide de Franck Thénault, qui a été un de mes grands mentors dans la musique. C'est Salut les copains. C'est Salut les copains, mais c'était à la fois le patron d'Europe 1, de tout le groupe de presse Philippe Aki. Et c'est vrai que j'ai été plusieurs fois son protégé, ou quand je remplissais pas une salle, il suffisait d'un coup de fil à 3 niveaux en dessous de lui pour qu'une campagne média se mette en place avec des espaces publicitaires. Donc je dois énormément à Franck Thénault. Et donc rapidement, j'ai basculé du côté phonographique avec un premier coffret qui est une histoire de l'accordéon. Je me suis aperçu que cette musique populaire qui était notre world music à nous était vue de manière très péjorative. À l'époque, c'était Yvette Horner, André Verschuren, alors qu'en fait, il y avait eu Gus Wieser qui se faisait accompagner par Django Reinhardt, il y avait Marcel Azola, Joe Privat. Donc j'ai fait une anthologie de l'histoire de l'accordéon qui avait suivi un petit peu la production contemporaine du Paris Musette de Patrick Tandin. Et donc, ce coffret accordéon a eu un succès gigantesque. Il a été 4 clés Télérama. On en a tout de suite vendu plusieurs milliers. Et ça a été le début de ce travail historiographique où on a voulu prouver toute la création de ces musiques qui avaient un intérêt musicologique aussi important que la musique classique jusqu'au 19e siècle. Et qu'en fait, ces musiques-là s'étaient substituées en termes de musique savante à la musique classique au 20e siècle. Donc c'est le commerce triangulaire, les bateaux qui partaient de Nantes et Bordeaux, qui allaient en Afrique avec de la verroterie et qui apportaient des esclaves dans tous les ports des Amériques. Et dans tous ces ports des Amériques, ça a créé des musiques. Donc le samba à Rio de Janeiro, le tango à Buenos Aires, la salsa à Cuba, la biguine à Fort-de-France et le jazz à la Nouvelle-Orléans, le blues, la country. Et donc toutes ces musiques-là, faire des ouvrages avec des vrais appareils documentaires critiques, le nourrir de l'histoire de la ségrégation des peuples noirs qui a toujours été le moteur de toutes ces musiques, que ce soit le negro spiritual qui est une musique classique noire, le gospel qui est une musique combattante des évangiles, le blues qui est une musique de complainte et populaire de vie, le jazz qui est une musique urbaine savante pouvant être écrite, etc. Et donc, on a fait 1200 ouvrages musicaux de tous les genres de musique, de tous les grands artistes de toutes ces musiques, pour essayer de mettre en place, à l'égal de la Dutch Gramophone pour le classique, une espèce de catalogue raisonné de ce qu'il fallait sauver du XXe siècle. Ensuite, vous êtes allé vers les chanteurs, je dirais, de variété, choisis comment et dont les œuvres ont été regroupées comment Alors, pour l'histoire de la chanson française, il y a en effet 2 voies qui étaient possibles. Il y avait la voie de la nostalgie passéiste d'artistes connus mais qui n'avaient pas forcément amené à la musique, et d'artistes qui ne sont plus écoutés mais qui sont essentiels soit par la musique, ça veut dire qu'ils n'avaient pas apporté à la musique, la première catégorie dont vous parlez. Qui ne rentrent pas dans la grande histoire. C'est pareil pour le jazz. Le jazz, Alain Gerbert a pris décision de remettre Jelly Roll Morton au premier plan des grands artistes de jazz. Et il avait raison de le faire. Aujourd'hui, dans la chanson française, est-ce que Luis Mariano a une importance musicologique et historiographique vraiment importante? Je ne sais pas. Sociologique, oui. Par contre, Damia Efraël, Yvette Guilbert, ces chanteuses à texte,
elles sont l'écriture aussi importante que Céline, que Jules Romain, elles sont l'écriture parallèle dans la chanson, et ensuite il va y avoir ce trou, et puis les chanteurs à texte comme Brassens, etc., qui vont poursuivre cette capacité à avoir des grands écrivains ou des grandes écrivaines comme chanteurs ou chanteuses. Donc votre idée, c'est de faire, j'ai parlé la dernière fois du documentaire de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, c'est de faire un voyage à travers la chanson française ? Mon idée dans le catalogue Frémaux et Associés, c'est que comme tout disparaît, il faut savoir ce qu'on sauve. Et on peut pas tout sauver, pas parce qu'on peut pas tout sauver, mais parce que les gens peuvent pas tout écouter. Déjà, il doit y avoir à peu près 10 000 heures d'écoute chez Frémaux. Donc, il faut faire des choix de ce qu'il aurait été vraiment regrettable de ne pas avoir sauvé, alors que c'est constitutif de l'histoire de l'évolution et de la musique et des textes. Parce que dans la chanson française, le texte est quand même très très important. Il est soit révélateur d'une époque, ou soit révélateur d'une capacité transfigurée et allusive de la pensée d'une époque et de choses toujours vraies de manière contemporaine qu'il faut sauver dans les chanteurs à texte. Par exemple, donc, quelles sont vos dernières mises en marché de coffrets consacrés à des chanteurs ? Alors, je vais vous parler de Nathalie Joly, qui chante les textes d'Yvette Guilbert et d'autres chanteuses réalistes, donc il les fait vivre sur scène, parce qu'il y a les enregistrements historiques, mais il y a ce que les artistes font aujourd'hui, les artistes actuels de ce répertoire, car il faut considérer la chanson française à l'égal du jazz et des musiques du monde comme un répertoire, et comme des titres qui peuvent être chantés par des artistes actuels. Donc c'est ce qu'avait fait aussi bien Nolwenn Leroy que Patrick Bruel. Mais là, Nathalie Joly, c'est un travail beaucoup plus scientifique et sur, je dirais, le réalisme du début du XXe siècle, la suite de Maupassant, Balzac, dans cet humour un peu cynique que va incarner d'ailleurs Céline. Et donc, que ce soit ses disques ou ses spectacles, Nathalie Joly est pour moi une vraie curatrice au sens américain, conservatrice de musée, de quelque chose qu'elle fait vivre et qu'elle fait vivre dans une actualité qui est indéniable. Disons conservatrice du patrimoine. Yvette Guilbert, il faut dire aux plus jeunes de nos auditeurs que c'est une chanteuse qui n'avait pas de voix. Elle avait un octave. Elle a cependant fait une carrière internationale très importante. On louait des train aux États-Unis pour venir l'entendre. C'était une diseuse. C'est un genre qui a en partie disparu, comme d'ailleurs s'est affaibli le genre des interprètes. Aujourd'hui, on est interprète de ses propres textes, mais toute la génération, tous les chants, enfin jusqu'aux années 70, les chanteurs étaient très souvent des interprètes et uniquement des interprètes, et même des gens comme Barbara ont commencé leur carrière en étant pendant de nombreuses années, en étant simplement l'interprète des autres, l'interprète de Brassens, l'interprète de Bruant, etc. Mais quand vous dites que Nathalie Joly fait un travail scientifique à propos de ce que chantait Yvette Guilbert, c'est-à-dire par exemple, pour prendre une chanson que beaucoup de gens connaissent, je crois, à travers les générations, le fiacre, qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans son travail? Ce qui est scientifique, d'abord, c'est l'étude de tout ce qui a été écrit sur Yvette Guilbert, du travail des historiens, etc., et de refaire un spectacle et un disque qui remet in situ la réalité d'interprétation des textes. Et ensuite, Yvette Guilbert, c'est la suite de Sarah Bernard avec le Spraguezon. Elle va inventer le chanté-parlé, qui quelque part ne va jamais disparaître, parce que je ne sais pas si Jacques Higelin et Maurice Bénin ont écouté le chanté-parlé d'Yvette Guilbert. Toujours est-il qu'ils le font dans leur spectacle. Et donc ce mode où on passe de la phrase qui est dite théâtralement à la phrase qui est chantée. Et donc c'est très très compliqué de le faire d'une manière qui soit cognitivement acceptable par le public et qui soit en effet une richesse et non pas comment dirais-je, un moins-disant. Donc la manière dont c'est fait, je vous encourage vraiment à voir l'un de ces spectacles, la manière dont c'est fait, on a l'impression de voir quelque chose de très contemporain, de très naturel, et en fait ça a été étudié intellectuellement
de manière jusque dans les correspondances, et on a réédité dans le livret certaines de ces correspondances avec Freud. Avec Freud. Voilà. J'allais dire Freud était dingue de Yvette Guilbert, c'est peut-être pas la meilleure expression, mais enfin il était en tout cas, oui, très accroché à Yvette Guilbert. D'autres exemples de chanteurs ou de chanteuses du répertoire que vous éditez repris par des chanteurs ou des chanteuses d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Nathalie Joly. Je pense à Gérard Pierron, qui fait vivre Gaston Coutet, exactement. Donc, on pense à Coutet et Rictus, que Claude Colombini, pour la librairie sonore, a aussi édité en texte non chanté, parce que les textes sont tellement forts qu'il faut absolument les entendre sous toutes leurs formes. Et puis, je pense aussi à des gens qui font de la transformation de ce répertoire à texte ou qui le créent. Donc évidemment Dominique Kravic et les Primitifs du Futur, qui ont fait cette espèce de fusion du musette, du jazz et de toutes les music world sud-américaines et autres qui a pu exister à l'après-guerre, ou à l'avant-guerre et à l'après-guerre, et qui sur des textes un peu à la mode Brassens ou autres, ont perpétué une sorte de patrimoine qui paraît populaire mais qui est en fait très très écrit. Et d'une finesse pour toucher une population à l'heure actuelle de la même manière qu'ils auraient pu être touchés dans les années 40 ou 50. Et idem pour le jazz. Claude Bolling, il a fait vivre le répertoire de Duke Ellington avec ce big band qu'il a tenu en vie pendant 50 ans. Donc pour moi, tous les artistes actuels qui participent à l'évocation d'un répertoire qui a 50 ans, 100 ans ou plus, ce qui est le cas aussi pour de la musique hawaïenne, de la musique tzigane. Ils ont au même titre que les régions, l'État subventionne des philharmoniques et des symphoniques pour faire vivre Bach et Mozart. Moi, j'essaye de leur donner un outil de distribution international pour que leur musique rejouée soit distribuée et leur permette d'avoir des concerts et des tournées dans le monde entier, puisqu'en fait, ils font vivre la musique classique du XXe siècle. Alors, il y a aussi des auteurs, compositeurs, interprètes, tout simplement des interprètes, tout simplement des auteurs-compositeurs, dont vous tenez à remettre sur le devant de la scène les interprétations. Je pense, prenons Charles Aznavour par exemple. Dans les premières interprétations, dans les premières chansons, on n'est pas absolument sûr qu'il était au meilleur de son talent, mais quand même, vous pensez qu'il faut le faire? Alors, pour Aznavour, Gainsbourg, Brassens, Nougaro, tous ces artistes-là, je réédite non seulement leurs premières interprétations, mais leurs premiers textes chantés par d'autres qui étaient connus à l'époque, plus qu'eux, puisque eux étaient débutants. Et donc, il y a cette jolie transformation dans le fait que l'on reconnaît en fait l'auteur-interprète au travers d'un autre interprète, et ensuite on l'entend s'approprier sa propre œuvre. Et oui, je trouve ça très beau parce que la vie est une construction, la vie est un chemin, et c'est une manière de raconter la vraie vie de l'artiste. Ces artistes et d'autres qui les ont précédés ont souvent traversé des périodes de purgatoire, comme on dit. Lesquels sont, à vos yeux, les plus difficiles à faire sortir de ce purgatoire? Lesquels vous ont demandé le plus d'efforts? En fait, vous avez raison, tous les grands auteurs-interprètes ont traversé un purgatoire. Il n'y a que Johnny Hallyday qui n'a pas traversé de purgatoire. Claude Nougaro, il est revenu des années après avec Nougat York. Trenet, dont on fait l'intégrale, est revenu en fin de carrière avec une tournée où il jouait avec juste 2 pianos. Enfin, c'était sublime. Henri Salvador avec le Jardin d'hiver. En fait, tous les artistes correspondent à une partie de la mémoire. Je dirais que Jean Ferrat et Jacques Brel sont peut-être plus compliqués. Soit l'artiste meurt jeune, meurt dans sa gloire comme Brassens, et donc il reste immortel. Mais les artistes qui ont eu comme ça dont on a pris conscience qu'il fallait encore les écouter parce qu'ils allaient disparaître, en fait, ça se superpose avec l'œuvre de leurs grands titres, des titres qui ont touché les Français. Donc,
pour moi, tout se travaille de manière un petit peu différente, mais je suis toujours surpris à quel point l'intégrale traînée intéresse toujours un grand nombre de gens, puisque nous avons tout réédité, les titres, mais aussi toutes les publicités que faisait Charles Trenet. Il n'y a pas une femme qui doute qu'elle trouvera tout à la Redoute sur un air du Jardin extraordinaire ou autre. Alors, puisque vous parlez de la publicité, un de vos collègues, je ne sais pas comment il faut dire, sans doute aussi compétiteur, qui était EPM, faisait des coffrets thématiques, notamment sur la réclame, parce que pendant très longtemps, au fond, juste avant la guerre et aussi juste après la guerre, la réclame était une réclame chantée. C'est le moment par les animateurs eux-mêmes. Souvent par les animateurs, invités, des fois. Ou bien par des artistes qu'on avait, les frères Jacques en ont fait, Trenet en a fait, qui enregistraient alors c'est quelquefois des sketchs et quelquefois des publicités chantées. Vous êtes tenté de faire où il m'a échappé, parce que vous avez un catalogue qui est tellement riche, il m'a échappé, et si ça ne m'a pas échappé, est-ce que vous êtes tenté de faire des coffrets par thème? La publicité, on en a beaucoup fait. D'abord, il y a une anthologie sonore de la publicité chez nous. Il y a une anthologie sur l'anarchisme, toutes les chansons liées à l'anarchisme, une anthologie liée au socialisme, toutes les chansons liées au socialisme. On a énormément de coffrets thématiques dans toutes les musiques, y compris en chansons françaises, et aussi sur des thèmes comme la mer, le soleil et rendez-vous avec la lune, des thèmes poétiques, des mouvements artistiques, philosophicaux chantés comme l'Oulipo. Donc oui, il faut que vous regardiez avec beaucoup plus d'assiduité Philippe Meyer, le catalogue Frémaux. Je vois bien que je suis pris, donc je ne vais pas essayer de me cacher derrière mon erreur, mais j'ai votre catalogue puisque vous êtes venu avec, je le reçois d'ailleurs tout à fait régulièrement. Honnêtement, il vaut mieux avoir intérêt à savoir ce qu'on cherche, parce que c'est très dense, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'existe pas sous la forme informatique. Si, ça existe sous la forme informatique sur le site frémaux.com, il y a 2 ou 3 000 pages. Mais je suis d'accord avec vous que moi, je ne re-rentre le catalogue que chaque année lorsque je le revérifie pour la nouvelle mouture, nouvelle version, où sont inclus toutes les nouveautés. Oui, je pense qu'en effet, je suis peut-être pas pardonnable, mais en tout cas excusable pour d'avoir laissé échapper, encore surtout qu'en plus je dois avoir plusieurs de ces disques chez moi, mais allez savoir. En tout cas, pour ce qui est des albums thématiques, j'aimerais bien que vous me racontiez comment vous avez eu l'idée et quel accueil a été réservé aux albums sur, par exemple, les oiseaux. Les cris des oiseaux, les chants des oiseaux, pardon, pas les cris, les oiseaux ne crient pas, ils chantent. Combien d'albums concernent les oiseaux? 200 titres, je pense. C'est la rencontre avec Jean Rocher, qui est le vrai fils de Jules et Jim, le fils de l'écrivain Jean Rocher, qui, avec les droits d'auteur de son père, de Jules et Jim, a financé pour lui et pour d'autres, des audionaturalistes. Donc, il a créé ce métier en France bien avant les Américains et les Anglais. Il a fait fabriquer les micros spécifiques. Donc, le but était d'enregistrer toutes les espèces d'oiseaux pour faire des guides et d'enregistrer aussi des milieux naturels dont les oiseaux sont la signature auditive, pour avoir, comme une sorte de musée d'histoire naturelle, avoir une photographie sonore d'un biotope, puisque tous les biotopes sont différents. Une forêt au Madagascar ne sonne pas pareil qu'un réveil d'oiseaux en Normandie ou une forêt aux États-Unis. Et il y a plein d'applications à ça. D'abord, le plaisir de pouvoir être au cœur d'une forêt d'Amazonie alors qu'on est dans son salon, ou dans une forêt ou au Groenland. Voilà. Et même de passer de l'Amazonie au Groenland quand on est dans sa baignoire. Oui, mais alors là, il peut y avoir dysfonction cognitive et sensation que l'eau se rafraîchit trop vite. Mais il y a toutes les applications de guides d'espèces où on nourrit beaucoup les professionnels qui éditent des guides, on nourrit tous les livres scolaires, on nourrit tous les musées d'histoire naturelle qui ont besoin d'extraits d'oiseaux, toutes les réserves naturelles. On fait aussi de la réimplantation d'oiseaux en diffusant les sons d'oiseaux pour que leurs congénères reviennent sur des parcours qui ont été un petit peu délaissés parce qu'il y avait trop de public, ça a été trop anthropisé.
Il y a la sécurité des aéroports qui sont faits avec nos sondes Rapace, sécurité aussi des ateliers de montage de construction d'avions. Donc il y a toutes sortes d'applications qui existent et qui permettent à cette collection magnifique de donner des petits. Et aujourd'hui, il y a les Américains qui se repositionnent là-dessus pour démontrer en effet qu'il y a de moins en moins de sons d'oiseaux dans les espaces naturels et qu'évidemment la biodiversité est touchée de plein fouet. Et le musée d'histoire naturelle a repris avec des chercheurs qu'on appelle non plus des audionaturalistes, mais des écoacousticiens. Moi, je parlais d'écoacousticiens, mais de bioacousticiens. Et il y a des recherches qui sont faites dans ce qu'on appelle les sciences participatives pour mieux identifier où sont les oiseaux, etc. Et évidemment, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui avec près de 500 salariés, défend les espaces naturels ou les oiseaux, où on peut créer des refuges, des espaces naturels pour les oiseaux. Donc tout ça fait partie de ma préambition écologique que je poursuis maintenant en rachetant des parcelles de forêt avec un groupement forestier et rural, conservatoire expérimental de protection du vivant qui s'appelle Forêt et Campagne d'avenir, où le but c'est de racheter des parcelles de forêt et des parcelles agricoles dans lesquelles il y a un traitement doux de l'espace s'il est anthropisé et qui permet aux oiseaux et à toutes les espèces naturelles, faune et flore, de garantir une biodiversité maximale alors que l'homme est pourtant présent. Je recommande votre disque sur les rapaces, enfin les enregistrements des rapaces aux personnes qui ont une maison à la campagne et qui trouvent que les chasseurs passent un peu trop près de chez eux. Je m'en suis personnellement servi en laissant grandes ouvertes les fenêtres de la maison et en mettant ces sons de rapaces suffisamment forts pour que le gibier puisse aller se faire tuer ailleurs. Patrick Frémaux, je pense qu'on a compris que la diversité de vos activités est considérable. Je voudrais savoir si l'information, la médiatisation de ces activités vous paraît satisfaisante ou si vous avez du mal à vous faire connaître et si d'ailleurs est-ce que ça n'a pas d'importance d'être médiatisé? Ça a toujours de l'importance d'être médiatisé parce que je pense qu'on a sans cesse de nouveaux clients à conquérir. Mais Frémaux Associés, dans toutes ses activités, a toujours eu un modèle économique de survie finalement assez confortable, puisque sur 30 ans, aucune de nos activités, qui sont pourtant toutes des activités moribondes, une galerie d'art, ça dure 18 mois en France, elle a 30 ans. Donc toutes nos activités sont moribondes, mais leur association et leur agglomération avec une économie d'échelle d'infrastructure fait qu'on traverse le temps et que on doit avoir à peu près 200 000 clients dans le disque. Donc c'est suffisant pour toujours produire à peu près 80 à 100 programmes par an à l'égal, je dirais, du travail que vous faites aujourd'hui. Au travers de ces podcasts. Écoutez, j'espère que nous aurons incité nos auditeurs à aller voir le détail de vos différentes activités. Nous ne les épuiserons pas ici, mais en tout cas, je vous remercie d'être venu nous les présenter. Et donc, je rappelle que votre maison s'appelle Frémaux et Associés et qu'il y a un site dans lequel, donc, je sais maintenant qu'on peut trouver ce catalogue si touffu quand il est sur papier. Patrick Frémaux, merci. Merci beaucoup, Philippe.